Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et aussi bonjour aux autres, comme on dit. Qui sont les autres? C'est ceux qui ne se sentent pas dans le tous, c'est-à-dire dans ce côté homme, dans ce tout, dans ce côté femme, et qui ne se retrouvent pas dans ces deux sens-là. Pour un troisième genre, un troisième sexe, l'Allemagne a un sexe neutre, et ceux d'entre nous qui ne se sentent pas ni dans l'un ni dans l'autre peuvent prendre ce troisième. Première chose, donc j'ai toujours su faire qu'une chose, c'est parler de moi, donc je vais vous parler de moi. Je travaille à la Maison dispersée de santé. La Maison dispersée de santé est probablement le premier centre de santé sexuelle en région Hauts-de-France, comme on dit maintenant, puisqu'on a changé de région, parce qu'on peut y trouver la plupart des réponses dans les problématiques de santé sexuelle. Si on fait des avortements, on fait de la contraception, on accueille les femmes victimes de violences avec l'échappée, on accueille les travailleuses du sexe, on accueille les personnes LGBT. Pourquoi ? Parce que on a rencontré le centre LGBT avec le VIH, c'était il y a très longtemps, et du coup le centre LGBT fait partie du conseil d'administration de la maison dispersée de santé. Quand on a déposé notre dossier à l'ARS, on a dit à l'ARS qu'on avait 3 axes de travail: l'accompagnement du désordre, l'apaisement de la souffrance ordinaire et être un lieu relié au Lyon. Nos amis de santé publique de l'ARS n'ont pas très bien compris tout ça. C'est quand même, je dirais qu'on nous apprend une seule chose, c'est accompagner l'ordre, c'est-à-dire ces patients qui font dans l'ordre tout ce qu'il faut faire. Je parle pour nous en médecine générale. Et certainement pas accompagner le désordre. On ne nous apprend pas à apaiser la souffrance ordinaire, et en France, le seul médicament remboursé pour apaiser la souffrance ordinaire, c'est les benzodiazépines. Il ne faut pas s'étonner qu'on est les premiers en Europe. Les kinés qui font de la relaxation, de la sophro à la maison dispersée ne sont pas remboursés, sauf qu'on triche, et on triche forcément, puisqu'on met 10 séances de lombalgie. Au départ, il faut quand même qu'on reparte du départ. Quand le bébé il sort du ventre de sa maman, il y a l'accoucheur qui dit « c'est un garçon ou c'est une fille, c'est un mâle ou une femelle ». Ou, des fois, c'est plus compliqué que ça. L'accoucheur, il ne sait pas. Ça se complique. De l'évidence à. Il y a parmi nous des gens intersexes, et en France, on était mal barré là-dessus, puisque dès la naissance, on est obligé de donner un sexe, et donc l'accoucheur donnait le sexe qui ressemblait le plus à. Bah, ça ressemble vraiment un peu à une fille, on va dire que c'est une fille. Ça ressemble vraiment un peu à un garçon, on va dire que c'est un garçon. Et pendant toutes ses premières années de vie, ce pauvre pitchoun, on va l'opérer en tentant d'en faire ce qu'on a dit à la naissance. Ça commence à bouger un peu, mais c'est compliqué. J'ai mis transidentité 2 points, parce que ceux qui commencent à penser que la transidentité arrive très tôt dans la vie, que peut-être bien qu'elle est là, de très très longtemps. La construction de l'identité, c'est pour ça que je vous parle toujours, moi, de personnes transidentitaires. Transsexuel, ça n'a pas de sens. Transgenre, pour moi non plus. Pour tout le groupe santé, le collectif santé trans de la région de France, ça n'a pas de sens. On parle de transidentité. Quand le corps correspond à l'identité, c'est simple. C'est-à-dire que je nais et l'autre, il dit « je suis un mâle » et dans ma tête, je pense que je suis un garçon, tout va bien. Quand l'autre, il dit « je suis une femelle » et que moi, je pense que je suis une fille, tout va bien. Mais si au fur et à mesure que je grandis et je commence à me dire « mais je suis un garçon, moi, je me trouve garçon », alors que mon corps est un corps femelle, eh bien, ça commence à devenir compliqué. Et c'est compliqué pour ces pitchounets. C'est compliqué pour ces pitchounets, ces garçons, ces filles qui n'ont pas un corps qui correspond, et c'est d'autant plus compliqué qu'à l'adolescence, ce corps commence à pousser dans un sens qui est encore moins celui qui est le mien. C'est pour ça qu'on a probablement ces 18 à 20% de tentatives de suicide en plus chez jeunes à l'adolescence. Donc les intersexes, les queers, qu'est-ce qu'il en est ? Chez nous, pour l'instant, on n'a pas le sexe neutre, donc c'est compliqué. La construction du genre, cette construction du genre, elle est biopsychosociale. Qu'est-ce qui fait qu'on construit du masculin, qu'on construit du féminin ? Plus le féminin et le masculin du nord de l'Europe n'est pas le même du masculin et du féminin du sud de l'Europe, par exemple. La construction du mâle au sens paire de couilles n'est pas la même au nord de l'Europe, au sud de l'Europe. Il y a des différences dans l'écriture. Il y a des mâles très féminins, des féminins très mâles. Bon. Quand on est garçon manqué, ça va plutôt bien, ça fait rire tout le monde jusqu'à un certain temps. C'est-à-dire cette fille qui veut jouer au foot et qui met des pantalons, tout va bien.
Par contre, ce petit garçon de 6 ans qui veut mettre des jupes et qui veut jouer à la poupée et qui est qu'avec des filles, ça va pas bien. Il se retrouve généralement à la psychiatrie plus vite que le garçon manqué. Notre société est un peu là-dessus, il faut réfléchir, quoi. Le genre fluide, ben oui, il y a une fluidité dans l'écriture du genre et on est de plus en plus dans cette fluidité dans nos sociétés Nord-Europe. Si vous habitez à Stockholm, pendant toute l'école primaire n'accueille que des enfants. Tous les lundis, tout le monde joue au foot, tous les mardis, tout le monde danse, tous les mercredis, on joue avec des pistolets et le jeudi avec des poupées. Qu'on soit garçon ou fille, c'est dégenré l'éducation, toute l'école primaire en Suède. La transidentité, ça n'est pas une maladie, c'est une réalité sociale. Toutes les sociétés connaissent la transidentité, les sociétés indiennes, les sociétés dites primitives, toutes les sociétés connaissent la transidentité. Il n'y a pas de spécificité sociétale au niveau de la transidentité. Ça n'est pas une maladie et nous, à la Maison dispersée de santé, très vite, on accompagne donc ces hommes et ces femmes depuis une dizaine d'années maintenant. Pourquoi on les a accompagnés? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il était inadmissible qu'elles soient absolument pas prises en charge ou très mal prises en charge, que ces hommes et ces femmes qu'on croisait avec le centre LGBT trouvaient des hormones dans la rue, des hormones par une copine qui allait chercher du Diane 35 et pour sa copine qui allait les prendre pour être femme, et ainsi de suite. Donc devant cette réalité-là, et devant, je dirais, notre maison dispersée de santé qui est pour l'accès aux soins de tous, eh bien, il était évident qu'on devait donner un accès aux soins à ces hommes et ces femmes. Et comme il n'y avait pas d'accès aux soins ailleurs, eh bien, on s'est mis en route et on est allé creuser. J'y reviendrai peut-être après. C'est une réalité sociale dans toute culture, c'est fait. C'est une acceptation qui est loin d'être facile. Ben oui, quand dans ma tête je me dis, mais dans le fond, je suis une fille, moi. C'est pas facile, vous savez. Ces jeunes que j'ai croisés, c'est moins jeune, d'accepter qu'on est une fille alors qu'on a un corps d'homme, que notre société va absolument pas nous regarder de façon très correcte, très facile. La transition, c'est loin d'être simple et la transphobie est bien réelle. Et on est à l'heure actuelle dans cette non-binarité, cette fluidité. Je dirais que dans l'idée officielle des officiels qui accompagnent la transidentité, j'en reparlerai tout à l'heure, qui sont des gens d'une rare violence, des médecins d'une rare violence, il n'y a pas de binarité, c'est-à-dire qu'une femme, c'est un vagin, un homme, c'est un pénis. Moi, j'ai des femmes toutes heureuses avec leur pénis et des hommes tout heureux avec leur vulve. Ils n'imaginent pas du tout de chirurgie autre. Ils sont tout heureux avec cette réalité-là. On est dans la fluidité de l'écriture. C'est une chose qui a énormément bougé, alors que traditionnellement, vous alliez dire aux grands spécialistes de la transidentité que vous n'envisagiez pas de faire une vaginoplastie, vous envoyez promener en vous disant que vous n'êtes pas une vraie femme, ça a un vagin. Un constat dramatique, un système officiel maltraitant, la SOFEG. La SOFEG, c'est des médecins qui se sont déclarés les officiels du spectacle, s'il n'y a qu'eux qui s'y connaîtraient, donc ils sont toujours dans une vision psychiatrique de la transidentité. J'ai oublié de parler de ça, mais on est tout fiers quand même parce que l'OMS a fait un travail de recherche sur 6 sites dans le monde, dont le nôtre. C'est-à-dire qu'il est venu à la Maison dispersée de santé interviewer 80 de nos patients. On accompagne 300 hommes et femmes transidentitaires, là maintenant. Et parce que, théoriquement, en juin 2018, la transidentité sort de la psychiatrie, sort de la classification internationale des maladies. L'OMS sort la transidentité de la classification internationale des maladies. Ça va être compliqué pour mes amis psychiatres qui veulent absolument être les seuls à pouvoir dire « tu es une femme, tu es un homme », moyennant 2 ans de suivi tous les 15 jours à 80-100 €, pour, au bout de 2 ans, dire « je ne sais pas si je vais signer parce que je ne suis pas tout à fait certain que vous soyez vraiment une femme ». Bon. Donc 80% des soins clandestins, les hormones de rue, une chirurgie bas de gamme, une binarité obligée, une transphobie, un chemin de croix. Et donc forcément, vous vous rendez compte que devant tout ça, nous, on y est allé, quoi. On y est allé et on a commencé à prescrire des hormones. Des hormones, on en prescrit depuis longtemps, que ce soit la pilule, que ça soit. J'ai eu la chance, étant militant au planning en 80, de participer d'un groupe de contraception masculine où on contraceptait nos hommes avec de la progestérone et de la testostérone en patch. Bon, c'est une expérience qui n'a pas duré fort longtemps parce que c'était un peu galère pour nos patients. C'est pas évident, ça n'a pas duré.
Donc la MDS rencontre cette réalité il y a 10 ans par le centre LGBT qui nous invite à une soirée où on rencontre ces hommes et ces femmes transidentitaires. Moi, je rencontre les trans équatoriennes qui sont porteuses du VIH à ma consultation, et on décide de s'en embarrasser, comme on disait du temps de la toxicomanie, comme aimait à dire la médecine, et comme moi j'aime à dire des patients opiacés nécessitants, on s'en embarrasse ou on s'en débarrasse. Eh bien, nous, on a essayé de s'en embarrasser, et quand on s'en embarrasse, qu'est-ce qu'on fait? On va se former. Et on se forme où? Nous, on se forme toujours en Belgique. Parce qu'en France, on n'a rien trouvé. C'est les Belges qui nous ont appris la méthadone, c'est les Belges qui m'ont appris à faire des avortements méthode Karman, et c'est les Belges qui m'ont appris à accompagner de façon éthique, correcte et respectueuse ces hommes et ces femmes transidentitaires. Donc on est allé à Gand voir nos amis flamands, et ils nous ont appris beaucoup de choses. Mais aussi, on se forme par la rencontre avec les associations, avec les usagers, comme on l'a fait pour des tas d'autres choses. On a rencontré les associations et ensemble, on a construit le collectif Santé Trans, qui regroupe maintenant les assos des usagers, nous, la Maison dispersée de santé, les copains de la psychiatrie, et on est un groupe qui s'agrandit de plus en plus, quoi. Donc voilà comment on fait quand on se retrouve dans une problématique de santé pour laquelle on n'a pas de réponse. On va voir où est-ce qu'on peut en trouver sur Internet. Chez les Belges, je vous encourage. Et avec les assos d'usagers qui sont là-dessus passionnantes, on a des tas de choses à se dire. Accompagnement à la MDS, ça concerne toute l'équipe, les accueillantes. On en parlera tout à l'heure. On a des accueillantes qui sont certes secrétaires, mais pas que, puisqu'elles accueillent. Et comment être accueillante de ces hommes et ces femmes en les gérant correctement, en étant à l'écoute et pourquoi pas au téléphone, en se rendant compte de l'urgence, parce que quand quelqu'un nous téléphone en disant voilà, je suis une personne transidentitaire et je voudrais rencontrer le médecin, il ne faut pas que ça traîne de trop, c'est une urgence, comme la pilule. Donc nous, médecins généralistes, l'orthophonie, kiné, infirmier, on en reparlera. Il faut mettre notre dossier en concordance. J'ai encore des enfoirés qui m'envoient des courriers, des enfoirés de chirurgiens qui se prétendent spécialisés en transidentité, qui m'envoient des courriers. J'ai rencontré votre patient, monsieur Untel, pour une vaginoplastie. C'est pas mon patient, c'est une femme que tu as rencontrée. Et tu es un enfoiré parce que tu continues d'une violence inadmissible envers elle à dire j'ai rencontré monsieur. Genrer correctement les patients. Oui, quand quelqu'un vient me dire je suis une femme, pour moi c'est une femme, c'est évident. Et à partir de ce moment-là, j'appelle madame. Même s'il a une barbe encore à ce moment-là, j'appelle madame, c'est une femme. Et on va travailler là-dessus. Ça devient bien maintenant. Dans nos têtes, c'est bon. La complexité s'accompagne en réseau parce que le réseau est la garantie de l'éthique. C'est pour ça qu'on a créé ce collectif Santé Trans, qu'on se réunit régulièrement, qu'on travaille ensemble et qu'on essaye d'avancer ensemble. C'est un suivi de santé global, par exemple. On a travaillé avec le centre Oscar Lambret, c'est-à-dire le centre anticancéreux, sur à partir de quel moment on fait un dépistage du cancer du sein chez nos femmes transidentitaires qui ont reçu des hormones pendant X temps. Et est-ce qu'on doit continuer à surveiller ou pas par les PSA, la prostate de ces femmes transidentitaires. Les bases, c'est une coévidence et non un co-diagnostic. Une coévidence, c'est-à-dire quand un patient vient et me dit « mais c'est évident, je suis une femme », et j'habite un corps d'homme et c'est vraiment, ça me fout la vie en l'air, eh bien, cette évidence, c'est la sienne et je vais la partager au fur et à mesure d'eux. Des fois, ça va vite à partager, c'est évident que je rencontre une femme, des fois, c'est un peu plus compliqué. Et sur les 300 personnes qu'on a croisées, il y en a 4 pour qui l'évidence n'était pas là. C'était des hommes qui voulaient des seins, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des femmes. L'excellence pour tous passe par le singulier pour chacun, c'est-à-dire qu'avec chacun de nos patients, et ça, c'est une spécificité en médecine générale, peut-être pas ailleurs, chaque patient est singulier, chaque patient va être accompagné à son rythme, à son timing. C'est lui qui fait son rythme et son timing. Et par exemple, ces patients, ces femmes qui disent je suis toute heureuse avec mon pénis et j'ai pas envie là pour l'instant de m'en défaire, voilà, on va continuer comme ça, il est hors de question de... Jamais seul, bien évidemment, on est avec les collègues. Le travail en réseau, une garantie pour l'éthique, un collectif qui accompagne le patient, nous sommes tous porteurs d'une expertise. Ça, c'est une vieille histoire que je répète souvent. Le réseau, c'est quoi? C'est que nous sommes tous porteurs d'une expertise. L'infirmier, le patient, sa famille, toutes les expertises se valent, aucune n'est meilleure qu'une autre. Et c'est l'échange de ces expertises qui garantit une éthique du soin et donc quelque chose qui va respecter et nous et lui.
Des réponses biopsychosociales. Dans le bio, nous, on est prescripteurs d'hormones. On ne travaille plus avec l'androcure. L'androcure, c'est un produit castrateur. C'est pour ça que les endocs l'utilisent pour castrer ces hommes, manifestement, ces hommes qui ne supportent pas. Vous, femmes, vous avez besoin d'un peu de testostérone entre 0,2 et 0,7. Mes patientes femmes ont besoin d'un peu de testostérone entre 0,2 et 0,7. Et non pas d'une castration. Sans testostérone, on ne va pas bien. La libido, elle n'est pas terrible, mais peut-être c'est pour ça que mes amis endocrino officiels mettent sous androcure pour supprimer la libido. Ça les ennuie. Donc nous, on met sous progestérone, les progestérones naturels. Pour 50% de nos patients, ça suffit pour mettre la testo entre 0,2 et 0,7. Je demande à mes patientes si elles veulent continuer à avoir une érection, parce que j'ai des patientes qui veulent continuer à avoir une érection. On va plutôt les équilibrer à 0,7, celles qui veulent plutôt en avoir plutôt à 0,2. Bon, on fait avec le patient, on avance avec le patient, avec ses demandes. Et cette femme qui dit, moi, l'érection, c'est important pour moi, ouais, respect. La testo pour les hommes, c'est l'androcure injectable. Donc, à la maison de santé, on a la chance d'avoir des orthophonistes qui, depuis 7-8 ans, se sont mis au boulot et maintenant ont une pratique étonnante de l'orthophonie dans l'accompagnement de ces hommes et de ces femmes surtout. Les hommes n'ont pas besoin, la testo fait le boulot. On a des kinés fabuleux qui font une rééducation périnéale post-opératoire pour ces femmes qui découvrent leur vagin. Et c'est pas facile, c'est pas évident. On a un périnée d'homme et voilà que j'ai un vagin avec une vulve, avec un clito. Et voilà. Et je trouve qu'elles font un boulot fabuleux. Des infirmiers, on a des vrais infirmiers, c'est-à-dire ils ont la tête qui pense et qui accompagne, et ils font les injections de testo toutes les 3 semaines, mais ils ne font pas que ça. Et ça parle, ça discute avec cet homme qui est en train de découvrir, je suis homme et c'est magnifique, enfin je peux vivre comme je suis depuis perpète, quoi. On peut savoir le bonheur que ça fait à ces hommes et ces femmes de pouvoir enfin vivre dans leurs identités. L'infirmier, les accueillantes, prise au téléphone et rendez-vous à Gand. On travaille beaucoup avec nos amis belges et on fait beaucoup de chirurgie sur Gand. Maintenant, on travaille, et ça c'est le collectif qui fait ça, on travaille avec Nancy, on travaille avec Amiens. C'est un peu le bordel parce qu'il faut trouver des équipes ouvertes, respectueuses et qui travaillent bien au niveau chirurgical. Des réponses psycho. Ça me semble une évidence pour nous dans les maisons de santé que tout le personnel de la maison de santé, dont nous, médecins, devons développer des compétences à accompagner, à soutenir, des compétences à l'écoute active, à l'écoute rogérienne. Nous devons tous accepter de nous embarrasser de ce patient qui, à ce moment-là, c'est à l'accueillante qui a envie de parler, c'est à la kiné qui a envie de parler, c'est à l'infirmier qui a envie de parler, c'est à nous le médecin, c'est à la psychologue. Il faut qu'on ait toute cette compétence à l'écoute active. Mais aussi, on a des patientes expertes. On a un accueil qui est fait, on a 2 patientes expertes qui sont psychothérapeutes, des patientes au sens où, elles le disent clairement, elles sont femmes transidentitaires et elles sont psychothérapeutes et elles accueillent au sein de la maison de santé les nouveaux arrivants pour une rencontre, 2 rencontres. Ça fait partie du kit. Les assos d'usagers, c'est la seule chose qu'on demande à nos patients et nos patientes dans l'accompagnement, c'est de ne pas être seul. C'est la solitude, c'est pour ça qu'on est un lieu relié reliant, c'est la solitude et le manque d'eux sur qui tu peux compter si ça va mal dans ta vie. Sur personne, oh là, il va falloir qu'on mette une équipe autour de toi pour pouvoir. Psychothérapie de soutien, les amis de la CMP, on a formé avec les amis psychiatres les 3 CMP de Lille et des environs, qui sont maintenant beaucoup plus ouverts et qui ne vont pas mettre tout sur le dos de la transidentité. Si j'ai mal, ce n'est pas forcément parce que je suis une femme transidentitaire ou un homme transidentitaire. C'est parce que la vie, c'est le bordel, et la transphobie, c'est le bordel. Des réponses sociales, ALD pour tous, oui, il y a une ALD qui est là, et cette ALD ne demande pas d'avoir l'avis d'un psychiatre, d'un machin, d'un truc, ça c'est clair, c'est net, ça a été dit dans le rapport de l'HAS. Donc, on a rencontré la CRAM, parce que sur le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, on a plein de caisses primaires d'assurance maladie, il n'y en avait pas une qui était pareille. Il y en a une qui nous demandait X, l'autre Y, une qui ne voulait pas rembourser la Belgique, l'autre qui remboursait la Belgique. Et donc maintenant, on a la même LD pour tout le monde, on a les mêmes prises en charge pour tout le monde. Ça y est, c'est bon, ça marche. Le patient expert, on a un patient expert qui travaille à Pôle emploi. Et donc c'est important parce que quand je vais en parler à mon employeur, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc c'est pareil au niveau psycho.
quand je vais, je dirais que tout le côté psycho, c'est l'accompagnement aussi au coming out. J'ai décidé d'en parler à mes parents, j'ai décidé d'en parler à la classe, j'ai décidé d'en parler à l'université, j'ai décidé d'en parler au boulot. Je vais leur dire que je suis un homme et que je suis une femme. Comment le dire, comment l'aider? Comme je le dis à tous mes patients, vous allez pouvoir dire à vos parents qu'ils ont le plus heureux des fils, puisqu'enfin il peut vivre dans son identité. C'est un bon début, parce que les parents, généralement, sont un peu ennuyés d'insulter leur fils qui devient le plus heureux des fils. On a des juristes et des avocats, parce que malheureusement, par moment, c'est un peu le bordel. Patiente experte en accompagnement à l'emploi, c'est fait, et voilà. Merci.